Donc, oui, encore une fois, bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, nous devons voir une partie importante du cours, comme toujours. Et ce sera plutôt un débat dans la mesure où, et je pêchais avant en faisant un cours magistral sur cet aspect qui est quand même familier à vous. Et malheureusement, pour ceux-là ou celles-là qui sont partis en province, la plupart du temps, ils m'écrivent pour me demander qu'est-ce qu'on donne concernant telle ou telle infection. Donc, on ne va pas trop s'attarder aujourd'hui à faire la description des symptômes, mais on va parler un peu. Et surtout, on va mettre les points sur les i dans le contexte haïtien, c'est-à-dire pourquoi on parle d'infection génitale en Haïti et est-ce que c'est important, comme je disais tantôt, oui. Donc, avant, on y va et embarquez-vous. Ce sera très, très, très important. C'est très gratifiant, cette partie du programme. Donc, vous voyez que et c'est intentionnellement, j'ai mis le corée et infection génitale. Pourquoi? Parce que malheureusement, chez nous, les gens parlent d'infection en parlant des leucorrhées. Je vais mettre le corps au pluriel, j'ai fait exprès de mettre au singulier, parce qu'on dit la leucorrhée, mais il y a les leucorrhées, effectivement. Mais pour parler un peu de la définition, j'ai mis au singulier. Bref, et est-ce que leucorrhée signifie infection? Non. Est-ce que leucorrhée peut être physiologique? On verra bien. Et de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on dit leucorrhée, on fait référence le plus souvent à une infection génitale, les génito-urinaires chez la femme. Mais malheureusement, leucorrhée ne signifie pas infection. Et le pire, c'est qu'en Haïti, quand les gens parlent d'infection tout court, c'est de leucorrhée qu'ils parlent. Donc, si on a une infection au niveau des mains, des yeux, on n'en parle presque pas comme une infection en tant que telle. Dès qu'une femme vous dit infection chez nous, c'est une infection génitale, le plus souvent le symptôme, mais les symptômes qu'elle voit, c'est une ou des leucorrhées. Mais rapidement, est-ce que c'est important de parler de leucorrhée en Haïti? Bien, certainement, on disait ça déjà. Et vous savez, c'est le pain quotidien des gynécologues. Maintenant, de moins en moins, c'est parce que les femmes savent quoi prendre. Et d'autres spécialistes voient les femmes avec des infections génitales. Mais c'est notre job, les gynécologues, les sages-femmes, on fait de toute façon face à des femmes souffrant d'infections génitales, qui sont des infections basses ou hautes, et aussi et surtout, dans, bon nombre d'entre elles viendront nous demander qu'est-ce que je dois prendre parce que j'ai une infection. C'est comme il y a une baguette magique, quelle que soit l'infection, je peux vous dire ce que vous devez prendre et ça va guérir. Et on a des plomberies en Haïti, on a des touches à tout, mais malheureusement, c'est pour notre malheur. Et comme vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la décapitation infectieuse, mais aussi et surtout l'augmentation des résistances aux antibiotiques. Et ça excite beaucoup nos infertilités actuellement, beaucoup de femmes infertiles, parce qu'elles ont pu et couper la tête de l'infection, c'est ce qu'on appelle décontamination. Et pourtant, c'est comme une couleuvre, tu coupes la tête, mais le reste continue à vivre. C'est comme un ver de terre, pardon. Ça continue à vivre et ça continue à faire des dégâts au niveau du corps. C'est le cas, par exemple, de Chlamydia trachomatis. Vous prenez votre amoxicilline, votre ampicilline, vous ne voyez plus les symptômes et puis malheureusement, ça continue à galvauder le corps, notamment au niveau des troncs. Et après, vous allez avoir des obstructions tubaires et des difficultés de tomber enceinte, l'infertilité qu'on voyait la dernière fois. Donc, pour vous dire que les infections sont courantes chez nous, mais sous-diagnostiquées. Sous-diagnostiquées dans la mesure où beaucoup de femmes ne vont pas arriver à l'hôpital, elles vont prendre de la feuille de pois Congo. Pour celles qui sont en province, mais pour celles qui sont à Port-au-Prince et dans les villes, elles vont prendre beaucoup d'antibiotiques. Elles vont faire l'automédication. Et on rencontre des professionnels de la santé, des sages-femmes et des autres spécialistes qui donnent des antibiotiques en veux-tu, en voilà. Et malheureusement, ça aggrave les infections parce que ça fait une décapitation de l'infection et ça aggrave les plus. Bref, c'est pour vous dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est assez important et nous devons l'aborder en tant que tel dans cet aspect, c'est que justement, c'est sous-diagnostiqué, mais dans le temps, c'était le point quotidien des gynécologues et des sages-femmes. Pourquoi en parler aux sages-femmes? Bien sûr, vous allez voir que les femmes enceintes en particulier ont une fragilité, un tropisme pour les infections génitales, mais aussi
comme femmes, comme les femmes, les sages-femmes s'occupent des femmes en général, beaucoup de femmes vont s'en plaindre à vous, chers confrères, chers consoeurs. Et donc, on doit avoir une connaissance solide pour dire non, je ne vous donne pas d'antibiotiques parce que je ne sais pas quel microbe qui est derrière votre infection, donc je ne peux pas vous donner d'antibiotiques. Et dans ce cas, il faut référer à des examens. Merci, Méridien. Merci, et Diana. S'il vous plaît, fermez votre vidéo. Sinon, c'est Jean-Gilles. Merci beaucoup. Donc, alors, par définition, le courrier, c'est comme on a vu au tableau, et exagération des sécrétions génitales normales. Donc, normalement, il y a 1,4 millilitres de liquide dans le vagin normal chez une femme qui n'est pas ménopausée. Une fille entre les ménages, entre la puberté et la ménopause, tous les jours a de l'eau dans son vagin. Un peu de liquide, pas beaucoup. Pas beaucoup, et dans la mesure où ça ne doit généralement pas s'extérioriser. Luciana, s'il vous plaît, fermez votre vidéo. Sinon, vous serez fermé. Luciana, vidéo fermée, s'il vous plaît. On ne veut pas vous voir on ne veut pas voir votre maison. Oui, nous disions, et normalement, il y a du liquide dans le vagin, ça fait partie du fonctionnement du corps de la femme. Tant qu'elle sécrète encore des hormones, il y aura du liquide dans le vagin. D'ailleurs, la femme ménopausée a ces problèmes de vagin très peu mouillé ou bien non mouillé, puisqu'elle a très peu d'hormones et de plus en plus, elle va avoir un vagin sec. Mais pour vous et à votre âge, pour toutes les femmes qui ne sont pas encore ménopausées, il y a du liquide dans le vagin. Mais c'est du liquide qui est à la fois incolore, inodore, mais surtout qui n'est pas en quantité pour même apparaître dans la culotte. Je vous dis, c'est un débat aujourd'hui. S'il vous plaît, si la personne ne ferme pas son micro, je l'enlève tout de suite du chat. La personne qui a son micro ouvert, s'il vous plaît, fermez votre micro. Si vous voulez parler, pas de problème, levez la main. Il y a un endroit pour faire ça, je vérifie de temps en temps. Il n'y a pas de main levée. Si vous voulez parler, vous levez la main. Il faut fermer les micros et les caméras, s'il vous plaît. Sinon, les gens qui vont continuer à le faire, malheureusement, je vais vous enlever du chat. OK. Merci beaucoup de votre compréhension. 21 personnes, donc vous entendez, on parle créole français dans notre milieu, donc vous comprenez très bien. Bien, on a dit que normalement, il y a des sécrétions dans le vagin, mais quand ces sécrétions sont exagérées, on parle de leucorrhée. Donc, les leucorrhées sont toujours, de toute façon, il y a une modification de l'aspect physique des sécrétions vaginales. C'est ce qu'on entend par leucorrhée. C'est quand la physique, bien encore la physico-chimique des sécrétions vaginales sont modifiées, à ce moment, on parle de leucorrhée. C'est-à-dire, on peut avoir une sécrétion abondante ou encore devenant épais, des sécrétions épaisses, comme par exemple, comme des grains, comme du savon, ou bien la couleur peut changer. Par exemple, normalement, la sécrétion est incolore. On va en parler tout à l'heure de cette affaire de sécrétion blanche. Et ça peut être teinté comme grisâtre, par exemple, dans le cas de ganglion vaginalis, jaunâtre, par exemple, dans le cas de gonocoque, verdâtre, dans le cas de mycoplasme ou parfois de chlamydia, et surtout avec de mauvaises odeurs, le plus souvent, presque dans tout, sauf pour les champignons, la plupart des bactéries et des parasites donnent des mauvaises odeurs dans le vagin. Donc, quand vous voyez une mauvaise odeur, c'est pas chlamydia, c'est pas candida albicans, généralement, c'est une bactérie ou un parasite. Donc, on les appelle aussi des pertes blanches ou pertes vaginales. En anglais, c'est vaginal discharge. Donc, en général, ça devient beaucoup et ça modifie l'aspect normal du vagin. Maintenant, comme je disais tantôt, est-ce qu'on peut parler de l'école physiologique ou bien de pathologie? Dans beaucoup de livres francophones, vous allez voir qu'on dit le courrier physiologique. J'ai écrit physiologique, mais c'est pour vous dire que c'est un terme propre. Parce que le courrier, c'est exagération. En physiologie, on n'a pas d'exagération. On pourrait dire supraphysiologique dans certaines situations. Par exemple, pendant la période d'ovulation, on a une augmentation de la sécrétion des glandes cervicales et aussi et surtout la glaire qui devient filante, liquide, et ça, parfois, ça apparaît au niveau de la vulve. Donc, ça, c'est pas une leucorrhée, c'est une exagération de la sécrétion vaginale normale. Donc, il n'y a pas de leucorrhée physiologique, c'est pas un bon terme, c'est un terme très important, mais c'est une façon de dire que c'est quelque chose qui est supraphysiologique, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. Donc, la glaire cervicale abondante en période d'ovulation, c'est pas une pathologie. De toute façon, il n'y aura pas d'odeur ni de couleur, mais ça peut aller jusqu'à mouiller la culotte. Pas de problème.
Aussi, la déformation vaginale, par exemple, une femme qui court, qui fait une course, elle peut avoir de l'eau dans son vagin, c'est pas grave. Et parfois, les plexus vaginaux, par exemple, une femme qui a l'hyperactivité, qui mange beaucoup, qui marche beaucoup, peut avoir du liquide venant de son vagin parce que les veines et les vaisseaux vaginaux sont hyper sollicités. Mais aussi et surtout en cas de stimulation sexuelle, qu'il soit au téléphone ou bien par fascination visuelle, auditive, ou même la pensée, peut amener la femme à beaucoup de sécrétions. Et dans ce cas, les sécrétions viennent des glandes vulvovaginales, des glandes vulvaires, des glandes labiales, mais surtout des glandes que vous connaissez comme des glandes de Skene et des glandes de Bartholin. Je disais déjà dans ce cours que normalement, qu'est-ce qui se passe au moment des rapports sexuels, dès qu'il y a stimulation, les glandes de Skene commencent à mouiller parce que les glandes de Skene donnent une sécrétion plus ou moins liquide, alors que les glandes de Bartholin donnent une sécrétion plus ou moins épaisse. Les deux doivent contribuer à un rapport sexuel normal, satisfaisant, dans la mesure où les deux vont lubrifier le vagin et empêcher les chocs entre les rentrants dans le vagin, parce que maintenant, je ne parle de pénis, il y a d'autres choses qui rentrent dans le vagin maintenant, les doigts et d'autres matériels qu'on utilise aussi pour le rapport sexuel. De toute façon, de manière classique, c'est le pénis qui est le choc contre le pénis est amorti par ces sécrétions qui viennent des glandes de Skene et des glandes de Bartholin. Donc, je le disais tantôt, et on peut pas parler de leucémie physiologique parce que leucémie, par définition, c'est une exagération des sécrétions génitales. Donc, ça ne peut pas être physiologique, mais dans certaines situations, effectivement, il y a un petit excès de sécrétion et on vient d'expliquer. Par exemple, pour la glaire cervicale, la discoloration vaginale, un peu d'hyperactivité, la transidation et vasculaire, par exemple, lors de la marche, de la course, du stress parfois, et aussi et surtout des sécrétions des glandes vulvaires, notamment des glandes de Skene et des glandes de Bartholin en période sexuelle, de stimulation sexuelle. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de main levée, je crois que je peux avancer je m'attendais à des questions entre le cours physiologique ou non. Mais sinon, on va aborder rapidement les leucémies frais ou encore qu'on appelle les leucémies pathologiques. Darana, la dernière fois que je te dis que tu enlèves ta vidéo, next time, je te préviens, tu ne pourras plus participer au chat. Tu vas te bloquer. Ok, Dana, Professeur, tu es bienvenu dans ce cours. Ferme ton micro et ta caméra. Donc, on avance. Voilà. S'il y a professeur une Assis, question, oui, j'écoute. est-ce que vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît, concernant l'écho physiologique? Il n'y a pas de leucémie physiologique. Non, c'est Oui, interne. Je disais effectivement, certaines situations, normalement, il y a du liquide dans le vagin en quantité qui passe inaperçue. Mais parfois, la quantité va s'augmenter. Par exemple, en période d'ovulation, on a une glaire cervicale qui est filante, et donc un excès de liquide. On parle d'excès de liquide dans le vagin. C'est pourquoi je dis dans les anglo-saxons, en anglais, le mot est plus bien approprié. Donc, on parle d'excès de liquide dans le vagin. Vaginal discharge en excès. Par contre, dans certains livres français, vous allez voir le cours physiologique. Il n'y a pas de cours physiologique, mais il y a un excès de la présence de liquide dans le vagin. L'air cervical, l'exclamation vaginale, sur des vaisseaux et vaginaux et aussi lors de la stimulation sexuelle. La stimulation qui peut être pas visible, par exemple, le fait de demander mesdames, le fait de penser à ce qu'on savait faire, à ce qu'on a envie de faire, et ça peut quand même provoquer des sécrétions, etc., le fantasme. Et beaucoup de choses encore peuvent amener à une augmentation, pas seulement de la libido, mais aussi et surtout des sécrétions vaginales. Mais maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses pour dire qu'effectivement, le Corée peuvent expliquer certaines situations pathologiques. Et on a bien dit c'est quoi une vulvite, c'est quoi une vaginite, c'est quoi une cervicite, une endométrite ou une salpingite. Ce qu'il faut retenir, c'est que parlant d'infection génitale, il y a deux catégories. Si nous parlons d'infection génitale pure, il y a l'infection génitale basse. C'est c'est tout ce qui est atteinte vulvaire, vulvite, vaginite. Ça nous donne une infection génitale basse. Mais dès que tu arrives au niveau du col, de l'endomètre ou des troncs, des salpinx, nous parlons d'infection génitale haute. Il y a deux, basse, vulvite, vaginite,
et puis route de service jusqu'à Salpêchi. Et voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va, on va continuer parce que le débat, je le mets pour la fin parce qu'il y a des trucs où vous allez parler parce que vous allez être sollicité de toute façon pour les infections. Alors qu'avant, je donnais les médicaments, je parlais beaucoup des microbes, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse vraiment dans votre programme. J'ai lu le programme, encore une fois, c'est surtout de vous faire comprendre le mécanisme, pourquoi il y a beaucoup d'infections chez les femmes, et notamment chez la femme enceinte, et qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'orientation, pas en termes d'administration de médicaments, parce que pour donner les médicaments, de toute façon, vous allez voir, il faudra faire des analyses. Mais c'est la prévention qui vous intéresse et vous allez être des éducateurs et éducatrices en matière de prévention des infections. Donc, on passe au chapitre suivant en ce qui concerne cette matière. Oui. Maintenant, et puisque nous disions, et derrière les infections génitales, on peut avoir des choses pathologiques. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? Donc, en général, c'est des microbes qui sont responsables et d'autres choses peuvent être responsables aussi, mais globalement, c'est les microbes. Et quand on parle de microbes, je crois avoir défini les microbes dans ce cours. J'avais parlé des bactéries, des virus, des champignons et autres. On ne va pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au fait, parmi les bactéries, nous sélectionnons quatre groupes qui donnent des infections typiquement génitales. Notamment, nous avons le Gardnerella vaginalis, qu'on appelle encore, oui, le Gardnerella vaginalis, le Neisseria gonorrhoeae, qu'on appelle encore gonocoque, le Chlamydia trachomatis, qu'on appelle encore chlamydia, et le mycoplasma uraliticum et le mycoplasma homini, qui donne surtout une infection et digestive. Je vais reprendre. Les bactéries, nous avons Gardnerella vaginalis et nous avons le Neisseria gonorrhoeae, un microbe qui a été découvert par Neischer, un Allemand. Donc, on appelle le microbe le Neisseria gonorrhoeae. Et nous allons voir tout à l'heure les détails concernant chacun de ces microbes. Le chlamydia trachomatisme et les mycoplasmes, notamment les mycoplasmes. Nous avons le mycoplasma urealyticum qui donne une d'aspect, d'odeur de pipi. C'est comme si la fille a tout le temps senti pipi alors que c'est une leucose qui a cette odeur, urealyticum. Donc, il y a des champignons aussi qui donnent des leucorrhées, notamment le Candida albicans et les levures. Et aussi, nous avons des parasites et nous sélectionnons comme parasite le fameux Trichomonas vaginalis. Et alors, donc, il faut dire qu'il y a d'autres causes, les détergents et les excès, j'ai pas repris ça, les excès de risque du feu. Les excès de risque, tu joues avec le feu, je vais t'exclure du chat. Si tu veux y rester, enlève ta caméra. Tout de suite. De risque, tu enlèves ta caméra tout de suite. Oui, je disais tantôt, et il y a d'autres causes, à part les microbes qui peuvent être responsables de sécrétion vaginale abondante. Nous avons les détergents. Et aussi, on pense que quand on a un cancer du col, parfois, en fait, les leucoses peuvent être révélatrices du cancer du col. Ce n'est pas même des microbes qui donnent ça. Le fait qu'il y a des cellules anormales, ces cellules peuvent produire un excès du liquide dans le vagin. Et c'est généralement, secondairement, ces liquides vont s'infecter. Par exemple, les leucoses peuvent aussi être responsables du cancer du col. J'ai eu cette question aux examens l'année passée. Et les leucoses peuvent être révélatrices du cancer du col. Les leucoses ne sont pas responsables du cancer du col. Parce que entre le moment d'avoir les premières cellules dysplasiques et le cancer, le temps peut varier de 3 à 30 ans. Hein. Mais en moyenne, c'est ans, on dit. Mais ce qui arrive, c'est que le cancer déclaré, les saignements, les choses comme ça, vont arriver très tard. Mais entre-temps,
La personne aura des leucorrhées, des douleurs hypogastriques, etc. Donc, des symptômes qui ne sont pas spécifiques du cancer, mais la présence des cellules cancéreuses va induire d'autres manifestations cliniques, par exemple des leucorrhées, peuvent être révélatrices du cancer du col. Maintenant, avant d'avancer plus loin, rapidement, voyons pour certains microbes et quelles sont les caractéristiques des leucorrhées. Pour certains microbes, par exemple, Gardnerella vaginalis, on l'appelle encore vaginose bactérienne, on n'appelle pas vaginite. Dans la vaginose bactérienne, il n'y a pas une vaginite vraie. Il n'y a pas une grosse inflammation, comme dans le gonocoque, le chlamydia, etc. Dans le Candida albicans. Gardnerella vaginalis donne une pathologie qu'on appelle la vaginose. Ça, c'est une altération du vagin qui fait, c'est pas une inflammation, ça fait. Ça rend la muqueuse fragile, une muqueuse tuméfiée, mais qui n'est pas enflée. Les signes cardinaux d'inflammation, on ne les retrouve pas, c'est-à-dire douleur, chaleur. On a une tuméfaction, effectivement, mais on n'a pas de douleur vraie, on n'a pas de chaleur, c'est différent par rapport aux autres microbes. D'ailleurs, la femme peut aller et faire pipi, elle ne sent rien. Ça attaque aussi l'urètre, mais encore une fois, ça ne donne pas une grosse inflammation, le Gardnerella vaginalis. C'est une leucorrhée grisâtre, malodorante. On parle d'odeur de poisson pourri, Yes. odeur nauséabonde. Donc, le Gardnerella vaginalis donne la vaginose bactérienne. Il y a la vaginose fongique qui est avec le candidat. La vaginose bactérienne qui est une vaginose sans inflammation. Donc, c'est une infection où la femme n'a pas beaucoup de douleur. Elle peut même avoir des rapports sexuels sans avoir de dyspareunie. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une tuméfaction vaginale et urétrale, pardon. Et avec, comme Vous êtes là dedans, leucorrhée, c'est leucorrhée grisâtre, là, ça compte pas. l'odeur est poisson pourri, l'odeur nauséabonde. Donc, vous voyez, quand vous montez dans les camionnettes de chez nous, Non, des fois, vous voyez des femmes, il n'y a pas de poisson, vous voyez l'odeur du poisson. C'est des femmes, malheureusement, qui ont le Gardnerella là, qui n'ont pas été se faire soigner et qui, quand même, malheureusement, circulent avec les infections. Et c'est dommage. C'est malheureux qui ne connaissent pas pour la plupart le chemin de l'hôpital du gynécologue vont prendre de la tétracycline, de la doxycycline ou bien de la moxicilline, qui n'a rien à voir avec le Gardnerella, qui ne peut rien faire pour le Gardnerella et elles vont avoir leur infection qui va continuer. Et partout où elles passent, elles auront cette odeur de poisson pourri avec une leucorrhée, grisâtre, malodorante et aussi parfois, elles vont avoir des boules érectionnelles, mais c'est rare. Et malheureusement, c'est rare d'avoir une dyspareunie avec Adnera vaginalis. Donc, on se rappelle quand on a parlé des différents hits et vulvovaginal, on a parlé des différents symptômes, la dyspareunie, la leucorrhée, etc. Bref, on n'en revient pas parce qu'on en a déjà parlé. Maintenant, ça, c'est pour garder la vaginose, ce qui donne la vaginose bactérienne. On a une baisse du pH, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bon, on utilise surtout le méthylène pour faire le traitement actuellement, mais je ne vous donne pas la dose. Et c'est pas bien aussi parce que si vous ne connaissez pas la dose utilisée, vous pouvez quand même faire du mal à la personne. Je ne vais pas revenir sur cette affaire de traitement pour les microbes parce que ce n'est pas notre job comme sage-femme. Maintenant, le gonocoque. Le gonocoque, le microbe s'appelle Neisseria gonorrhoeae. C'est un microbe qui est, alors que Gardnerella vaginalis, c'est un microbe qui est naturellement présent dans le vagin, c'est par rapport à certains événements que Gardnerella va poser des problèmes. Mais le gonocoque n'est pas présent dans le vagin. C'est un microbe qui est sexuellement transmissible. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le gonocoque que dans les rapports sexuels. Pas question que j'ai été m'asseoir quelque part sur une pierre chaude. Non, non. C'est un microbe qui attaque et les hommes et les femmes. D'ailleurs, ça attaque davantage les hommes aussi. Et c'est un microbe qui est transmis uniquement lors des rapports sexuels. Pas dans l'eau douce, pas dans l'eau salée, c'est uniquement lors des rapports sexuels. Et ça peut se transmettre aussi, même sans pénétration, c'est-à-dire avec le veau que vous connaissez, avec la fellation, on connaît kinilingus. C'est-à-dire, en bon créole, nous fait petit bœuf, nous cabaye, nous prend gonocoque. J'ai déjà vu un homme, j'étais interne, avec gonocoque oculaire de la fait petit bœuf, ou mesdames, j'ai l'entrée dans le vagin, j'ai pour un microbe, ça qui veut les gonocoques.
Donc, c'est un On microbe ne qui est peut pas faire sexuellement transmissible, pas nécessairement le avec corps. On pénétration ne peut pas faire le corps. C'est infection dans la vie. vaginale. Oui, ça peut atteindre dans le nez aussi, dans n'importe quelle partie, dans la mesure où la personne va utiliser son visage pour aller faire ce que les femmes aiment beaucoup, mais ce que les hommes aiment beaucoup, mais surtout les Hein? femmes, les hommes qui vont mettre leur visage, leur bouche. Et je vais vous en parler à la fin aussi, cette affaire de veau, de décunilingue et de fellation. Bon, le veau, c'est chez nous. Donc, est-ce que c'est hygiénique ou pas, on en parlera. D'après vous, roche là en pile, si tu as dit, bah, ça va bon. Mais d'ailleurs, on a tué. Même j'avais sur vous aimez tellement. Ok, c'est tu n'es pas là. Tu ne connais pas ces choses, toi, si tu les as vues dans les livres. Ok, mais nos enfants maintenant, ils savent mieux que nous comment ça se fait. Bon, alors, je le disais, gonocoque, c'est exclusivement, bon, pas exclusivement, c'est totalement sexuellement transmissible. Par n'importe quelle relation sexuelle avec pénétration, on peut attraper le gonocoque. Le microbe s'appelle Neisseria gonorrhoeae, se transmet uniquement lors des rapports sexuels. Ça attaque à la fois le vagin, la vulve, mais aussi l'urètre. Et aussi, et si ça ne guérit pas, ça va monter vers le col, l'endomètre et aussi les troncs. Mais ça a une complication, ça attaque les articulations, ça attaque les reins, ça attaque aussi le foie, etc. Donc, si on ne traite pas un gonocoque, ça peut faire du mal. Et on l'appelle aussi blénorragie parce que ça donne un écoulement monstrueux, un gros écoulement, notamment chez l'homme. On l'appelle aussi chaude pisse, blénorragie, écoulement tout court. C'est des noms qu'on donne à l'infection à gonocoque. On appelle gonorrhée. Je n'ai pas écrit tout ça. Gonorrhée, c'est Gonorrhée. Gonorrhée, c'est une infection et à gonocoque, et le microbe attaque à la fois le vagin et les différents organes génitaux, du bas en haut, mais aussi chez l'homme, ça attaque notamment l'urètre, mais ça peut attaquer l'épididyme, les testicules, et même et chez les deux, les articulations, notamment le genou, ça attaque aussi le foie, et ça même donne un syndrome périhépatique de Curtis. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver comme complications quand on ne traite pas le gonocoque. Malheureusement, l'ampicilline et la doxycycline ne traitent pas le gonocoque. C'est ceftriaxone, par exemple, c'est un microbe qui est traité typiquement par voie intraveineuse ou bien parentérale notamment, mais aussi il y a d'autres médicaments qui peuvent traiter et le gonocoque. Je n'en parle pas trop, mais et je vous dis, c'est un microbe qui est assez méchant. C'est aussi l'un des microbes de l'infertilité féminine et masculine, parce que ça peut passer, et c'est un petit peu plus orageux que le chlamydia, mais certaines fois, ça peut passer inaperçu, notamment quand vous consommez des médicaments qui font la décapitation de l'infection. Donc, encore une fois, il est interdit de faire de l'automédication ou de recommander des médicaments à quelqu'un, même si vous suspectez le gonocoque. Quelles sont les caractéristiques de la leucorrhée, le coulement? C'est une leucorrhée jaunâtre, comme l'or, jaune d'ocre, jaunâtre, malodorante, et ça donne une dyspareunie profonde. Si le col est attaqué, quand la femme va avoir des rapports sexuels, ça, elle va avoir de grosses douleurs avec les pointes. Les femmes qui n'aiment pas les pointes, généralement, et méfiez-vous si vous n'avez pas une gonorrhée qui a été maltraitée, qui n'a jamais été traitée. Parce qu'en fait, les pointes généralement donnent une douleur exquise, une douleur douce. Vous en demandez d'ailleurs, rentrez le pifon, mettez le pied bien. Désolé, c'est non, c'est des choses réelles, je dois les dire. Donc, gonocoque, ça donne leucorrhée grisâtre, ou bien, enfin, pardon, excusez pas, grisâtre, jaunâtre, malodorant, et jaunâtre, malodorant, grisâtre, c'est pour regarder là. Jaunâtre, malodorant, avec et dyspareunie profonde. Et ça peut même donner une dyspareunie après le rapport sexuel. Et au final, les complications possibles, non seulement cervicite, endométrite, salpingite, mais aussi arthrite, arthrite du genou, mais arthrite aiguë du genou, mais aussi une inflammation de la capsule des glissons, syndrome périhépatique. Donc, une inflammation de la séreuse du foie. Donc, c'est pour vous dire que, et ça peut même attaquer les reins, et pour donner une glomérulonéphrit post-streptocoxique, post-gonocoxique également, comme pour le streptocoque. Bref, gonocoque, c'est un microbe qu'il faut prendre très au sérieux
D'autant que la plupart du temps, ça ne passe pas inaperçu, mais notamment quand vous faites une automédication, vous laissez le microbe faire son chemin et ça va donner des complications tardives, notamment l'infertilité avec la salpingite chronique que ça va occasionner. Voilà pour le gonocoque. Si vous n'avez pas de questions en avance, on va voir le microbe le plus méchant de tous les microbes génitaux, c'est le chlamydia trachomatis. Un gonocoque, c'est un cocci, comme on dit, c'est un cocci et gram négatif, et à la différence de pneumocoque et de streptocoque. Mais chlamydia, c'est un bacille. Chlamydia, un bacille gram négatif également, et qui est d'une famille très particulière de microbes, qui donne le néphoganula venereum et pathologies infectieuses. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chlamydia trachomatis, qui attaque et non seulement le vagin, mais aussi ça attaque l'homme au niveau de l'urètre, mais aussi de tous les organes masculins et notamment et, les canaux déférents, le canal éjaculateur, l'épididyme et même les testicules même. Donc, et c'est dans toutes les avenues de l'infertilité, le chlamydia trachomatis. Ça peut attaquer à la fois une infertilité masculine, mais aussi féminine, on verra tout de suite. Et ça attaque la vulve, le vagin et le col, l'endomètre et les tout. Donc, on peut avoir non seulement une vulvite, une salpingite, une vulvite, une vaginite, une cervicite, une endométrite et une salpingite, mais aussi et surtout, différent de gonocoque, ça ne va pas attaquer d'autres organes périphériques, donc ça ne va pas aller dans les genoux, dans le foie, ça va rester dans les organes génitaux. Mais ce qu'il faut retenir surtout avec chlamydia, c'est une infection qui passe le plus souvent inaperçue lors de la primo-infection. La personne est infectée, la personne n'a aucun symptôme. Et si elle a des symptômes, elle va prendre des médicaments, elle fait de l'automédication, des thés, tisanes, mais le problème, c'est qu'il est encore beaucoup plus résistant que le gonocoque. Il va persister. Il va persister de manière insidieuse, c'est-à-dire à bas bruit, il ne fait pas de bruit du tout. Et il va attaquer notamment les trompes de Fallot, les tubes, et chez la femme. Et c'est le microbe numéro un dans les obstructions tubaires. Bon, parfois, on a l'accompagnateur qui s'appelle gonocoque, mais c'est lui le plus méchant. C'est lui qui est pratiquement en charge dans les faits. Et c'est pas seulement en Haïti, même dans les autres pays où les gens sont plus précautionneux dans cette affaire d'infection sexuellement transmissible. Justement, le chlamydia se transmet uniquement également par le rapport sexuel. Par le rapport sexuel uniquement, comme pour le gonocoque. Et chlamydia a un polymorphisme syndromique, c'est-à-dire tu peux ne pas dire, eh ben, on a une leucémie très, très caractéristique, parce que la plupart du temps, quand le chlamydia est là, c'est pas lui qui parle, c'est les autres microbes. Il fait le lit notamment pour les champignons, et Candida albicans, les levures. Donc, quand il est là, il ne se révèle pas. Donc, tu peux même faire une sérologie pour le chlamydia qui est négative. C'est tellement c'est un microbe qui est assez et, matoire, assez rusé. Donc, quand il est là, il ne s'exprime pas, mais il fait des dégâts. C'est malheureux. Et dès que tu as eu un rapport sexuel, tu es candidat pour le chlamydia parce que tu ne sauras jamais que tu l'as attrapé. Maintenant, quand tu vois que tu as un candidat à décance, on va en parler tout de suite, tout à l'heure, quand tu as, par exemple, une vaginose fongique ou encore une vulvite à candidat, qui est très courant, on va en parler tout à l'heure, donc, il faut questionner le chlamydia. Une femme bien portante qui n'a rien comme problème, qui voit qu'elle développe une candidose, méfiez-vous, faites la sérologie pour le chlamydia. Et moi, et dans ma pratique, je fais même le traitement pour le chlamydia correctement quand je n'arrive pas à expliquer la cause de la vaginose fongique. Voilà. Pour parler chlamydia, comme vous savez, le mot chlamydia est traité bien par claritomycine et aussi pour parler des dérivés de la tétracycline, mais la dose et la longueur, la durée du traitement, ça met beaucoup. C'est pourquoi on ne donne pas, c'est pas un microbe à prendre à la légère du tout. Donc, vous n'allez pas traiter chlamydia trachomatis, donc vous êtes en service social au lieu de votre pratique. Parce que c'est un microbe assez rusé. Il faut non seulement traiter, il faut faire des tests pour s'assurer que le traitement a été complet, notamment si la femme on peut même aller vérifier les trompes après avoir fait un traitement pour le chlamydia, parce que c'est un microbe assez méchant et on doit exclure que ça ne provoque pas l'infertilité chez la femme ou bien chez l'homme, parce que dès que tu vois, non seulement gonocoque et aussi chlamydia chez une personne, tu dois traiter la ou les partenaires
parce que justement, c'est des microbes sexuellement transmissibles et notamment le danger qui s'accompagne. Si tu traites la femme, tu ne traites pas et le ou les partenaires, tu as risque de rattraper et ça va devenir encore plus résistant aux médicaments. Donc, il faut toujours penser au traitement du ou des partenaires ou de là ou des partenaires au moment où on a découvert une infection à gonocoque ou bien un chlamydia. Chlamydia, on n'a pas une leucorrhée très, très caractéristique. On parle de leucorrhée mousseuse, mais ça peut être Coca-Cola, ça dépend de l'autre microbe qui va révéler le chlamydia notamment. Et on va voir, il peut avoir le candida albicans qui est très associé le plus couramment. L'autre microbe, c'est le mycoplasme. Et on parle non seulement, nous allons parler rapidement du mycoplasma irealyticum. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le mycoplasme donne une leucorrhée d'odeur et d'urée. Vous connaissez l'urée, ce qui donne cette odeur au pipi. Donc, c'est justement ça. Des femmes qui viennent se laver et malgré tout, et elles ont l'odeur de pipi sans qu'elles aient une fistule ou autre chose où le pipi coule en abondance, en permanence, mais elles ont une odeur de pipi alors qu'elles ne viennent pas de faire pipi. Donc, c'est une façon de vous dire que, et, et, et désolé, fais à ton âme feuillée, fais à ton âme parce que tu ne pourras pas sur le cours. C'est dommage parce que toi, tu recevais le message depuis avant les autres. Tu savais qu'il fallait préparer le téléphone. Donc, je suis vraiment désolé pour toi. Tu auras quand même le cours et dans les vidéos que je vais t'envoyer tout à l'heure. Tout comme je vais envoyer aussi à Soyev et à toute la direction. J'envoie toujours les vidéos, même de les pas, c'est toujours là. Une fois le cours terminé, j'envoie les vidéos. Donc, elle m'a dit qu'elle ne pourra pas continuer sur le cours. Je suis vraiment désolé, Fayet. Bien, j'ai lu les notes. Franchement, c'est encourageant pour la plupart, les notes de l'intra. Mais pour d'autres, c'est malheureux parce qu'apparemment, vous n'avez pas pu écouter ou regarder les vidéos parce que tout était dedans. Et si vous avez écouté ou regardé les vidéos, vous auriez quand même, il y en a il y a une personne qui a joué par 29 sur 30 ou 27 sur 30, je ne me rappelle pas, mais il y a une très très bonne note parmi les gens qui ont 24, 26, etc. En tout cas, félicitations, je ne suis pas déçu du tout. Oui, il y en a qui ont très mal fait, mais il y en a d'autres qui ont très bien fait aussi, et je vous en félicite. On va revenir à nos microbes. Nous parlions tantôt là de mycoplasma et alyticum. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une leucorrhée qui a la couleur, l'odeur des urines. Voilà. Et le traitement aussi, c'est comme pour le traitement de Gardner, c'est métro-gazole associé à autre chose. On n'en parlera peut-être pas trop. Et le mycoplasma dialyticum, malheureusement, ce n'est pas un microbe qui est sexuellement transmissible. Mais quand tu vois ce microbe, il faut penser au chlamydia parce que le chlamydia fait le lit pour ce microbe. Et c'est un microbe aussi qu'on peut retrouver dans les infections digestives, le mycoplasma homini. Et surtout, quand on trouve ce microbe, il faut questionner l'immunité de la personne. Une personne immunodéficiente, par exemple, qui a le VIH, on rencontre ça de moins en moins, parce que les gens qui ont le VIH prennent des médicaments et qui ont une charge virale qui est indétectable, donc ils n'ont pas à avoir ce problème. Mais avant, quand j'étais résident, on en avait pas mal, parce qu'à cette époque, les médicaments n'étaient pas aussi disponibles que maintenant. Avec le test 58 actuellement, et même que quelqu'un a le virus du sida, c'est quelqu'un qui va avoir une vie normale, qui aura très peu de chances de transmettre la maladie à d'autres personnes et aussi qui attrapera plus rarement des microbes parce que son organisme reste fort avec les virus qu'on arrive à balayer avec la bithérapie ou bien la monothérapie qui existe maintenant. Bon, alors maintenant, voyons pour le candidat albicans, notamment. Comme on a dit, c'est un champignon et qui est présent dans le vagin de la femme de manière régulière. On parlera de fold de l'année tout à l'heure. Mais dans certaines circonstances, ce microbe va se multiplier et provoquer des symptômes, notamment une leucorrhée blanchâtre épaisse. Ça, il faut bien retenir cette caractéristique parce que c'est des choses que je donne aux examens. Leucorrhée blanchâtre, cailloteuse, épaisse. Les cahiers ou cailloteuses, les cahiers, ou même en fromage, fourmi. Et ça peut être coloré. J'ai une dame qui dit que la baille, c'est parce que à plus
de Candida albicans, elle avait le gonocoque qui s'associait, qui était en dessous. Donc là, bon, couleur maïs moulu, qu'au cuite, c'est dur à vivre. Donc, c'est une vulvite, ça donne une vulvite, pas vaginite, même, il n'y a même pas de vaginite, c'est une vulvite. En général, c'est la vulve qui est enflée, mais ça donne un prurite désagréable. Mais un prurite vraiment désagréable. OK, mesdames, même quand on fait un ventilateur, c'est quoi, ouvrez les jambes, nous, souffler en dedans, jambes, nous, avec et ventilateur, c'est Candida albicans. Et comme c'est le champignon, c'est les antifongiques qui traitent le. C'est un microbe qui est facile à soigner. Mais le problème, c'est que derrière le candidat, en général, il y a soit le gonocoque ou bien le chlamydia. Donc, ce n'est pas une infection à prendre à la légère. C'est facile à soigner. N'importe quel antifongique que tu prends, qu'il s'agisse du fluconazole, du ketoconazole, n'importe lequel, de l'itraconazole, etc., n'importe lequel va traiter rapidement le candidat albicans. Mais le candidat, malheureusement, quand il s'exprime, il exprime d'autres choses en plus de lui-même. Donc, c'est un microbe qui donne une vulvite, une dyspareunie à l'entrée et à la sortie du pénis. En clinique, ça va donner une douleur à l'entrée et à la sortie de toucher le vagin. Quand tu fais un toucher, quand tu rentres dedans, que tu te dois rentrer dans le vagin, la femme n'a plus de douleur. Mais en entrant, elle se crispe, elle a beaucoup de douleur. En sortant, elle a beaucoup de douleur. Donc, ça, c'est une vulvite. Et ensuite, ça donne un bruit désagréable, leucorrhée, blanchâtre et cailloteuse et en lait caillé ou encore en fromage. Voilà. Leucorrhée blanchâtre, cailloteuse, en lait caillé ou en fromage. Donc ça, je crois que vous comprenez très bien comment ça se manifeste. Leucorrhée blanchâtre, cailloteuse, bien en lait caillé ou même en fromage. Voilà. En gros, notre candidat habitant s'accompagne d'une brûlure vaginale désagréable. On ferme le micro, s'il vous plaît. Si vous avez une question, vous m'arrêtez tout de suite, il n'y aura pas de problème. Donc, le courrier blanchâtre, caillouté, ou même en fromage, avec fluide vaginal désagréable, classique, sans même sans examen, on sait que c'est candidat albicans. Le problème, c'est que le candidat, la plupart du temps, s'accompagne de. Et en dehors de la grossesse, on en parlera tout à l'heure. Et pendant la grossesse, tu peux avoir ça sans même qu'il y ait candidat ou gonocoque. Mais en dehors de la grossesse, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, quand vous faites les examens, vous allez voir, il y a beaucoup de Professeur, lésions. Oui, s'il vous plaît, nan microbe, ou pale yo la sa ki ba infeksyon yo, eske pa gen ki fe pati de flore normal, vajen ou bien konon mais en soi, et ki vin patologik c'est, apwa avek c'est, c'est justement la suite du cours. Tu vois en dessous, flore de Doderlein, pas vrai? On en parlera tout à l'heure. Mais je vous avais dit que Candida albicans se trouve normalement dans le vagin, mais c'est dans des circonstances, genre d'autres infections, la grossesse ou encore des surutilisations de produits qui détruisent la flore vaginale, tels que ce que vous avez, les antiseptiques vaginaux que vous voyez dans les rues, qu'on en vend à la pharmacie. Tout ça peut favoriser le développement ou la multiplication du candida. On en parlera tout à l'heure parce que, comme tu vois, il n'y a pas beaucoup de slides, mais chaque slide, ça peut prendre une heure de temps pour en parler parce que on parlera de la flore de l'intestin tout à l'heure. Oui, il y a des microbes qui sont classiques dans le vagin, qui ont retour dans les infections, parce qu'il y a des circonstances, par exemple, candidat albicans, c'est le cas. Mais je vous dis, méfiez-vous parce que candidat est révélateur la plupart du temps et de la présence d'autres microbes dans le vagin, notamment le chlamydia et aussi le gonocoque. Très bien, très belle question. Et voilà maintenant pour les parasites. Comme vous savez, c'est des parasites unicellulaires et nous avons dans les infections génitales le fameux Trichomonas vaginalis. Et comme vous voyez, quand vous trouvez vaginalis, effectivement, ça peut attaquer le vagin. Mais le Trichomonas malvoieux vaginalis, ce n'est pas classique, ce n'est pas dans la flore de Dodonline. Il y a aussi le Trichomonas intestinalis, c'est pour faire la différence entre intestinalis et vaginalis.
Il y a un qui attaque le vagin, l'autre attaque la sphère digestive. Mais vaginalisme, mais plus que ça, parce que le trichomonas attaque aussi l'urètre, notamment. Blanc, si tu arrêtes pas ta caméra, tu seras exclu de notre cours. Bien. Oui, nous disions, et ok. Tu ne veux pas suivre le cours, n'est-ce pas, Blanc? Tu mets ta caméra. Je vais t'exclure. Regardez si tu es encore là. Ok, tu es parti. Pas de problème. Je disais en fait, concernant le trichomonas vaginalis, même si vous voyez vaginalis, c'est pas un microbe qui est familier au vagin. C'est un microbe qui est uniquement sexuellement transmissible, comme gonocoque et chlamydia. C'est dans le rapport sexuel seulement. C'est un parasite et unicellulaire et qu'on attrape dans le rapport sexuel. Pas dans les eaux douces, ni dans les eaux salées, ni dans les linges, mais c'est dans le rapport sexuel. Et cette fois-ci, c'est avec pénétration. Ça passe du pénis au vagin, de la langue au vagin, je ne sais pas, du vagin au pénis, je ne sais pas, mais généralement, c'est rare avec les attouchements qu'on a ça, mais c'est un microbe qui vit par l'extérieur du corps, donc ça passe directement du corps d'une personne au corps de l'autre personne. Trichomonas vaginalis, donc c'est sexuellement transmissible. Ça donne une leucorrhée mousseuse, comme du savon, malodorante, parfois l'odeur de matière fécale. Et quoi encore? Ça donne une dyspareunie totale, complète. Ça, du début à la fin des rapports sexuels, la personne a des douleurs. Si tu fais un toucher, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne va avoir peur du doigté, des gants. Mais pendant tout le toucher, elle aura des douleurs et c'est sérieux. Donc, une dyspareunie totale. Ça attaque le col, le vagin, la vulve, etc. Mais aussi, ça attaque l'urètre. Ça donne une boule mictionnelle, non seulement chez la femme, tout comme chez l'homme. Comme pour le gonocoque, ça donne une érythrite à la fois masculine et féminine. Donc, ça donne une boule mictionnelle accompagnée de leucorrhées. C'est une boule mictionnelle, leucorrhée, et puis disparue, notamment une disparue totale, complète. Du début à la fin des rapports sexuels, la personne a des douleurs. Et alors, maintenant, on a fait le tour de la plupart des microbes. Il y en a plus, mais on a choisi de parler de ça. Et comme je disais, je ne vais pas rester dedans, on a dit ça tout à l'heure, des détergents. Mais est-ce qu'il faut associer avec les détergents comme autre cause de leucorrhée ou bien d'infection génitale? C'est l'usage abusif des antiseptiques vaginaux. Donc, les antiseptiques vaginaux, c'est des médicaments. On les utilise, par exemple, si le docteur prescrit. C'est une infection, mais dès qu'on finit, on arrête. On ne les utilise pas trop parce que ça va quand même dénaturer le vagin et éliminer, notamment attaquer la flore de l'urinaire, qui est une couche protectrice du vagin. Et il y a des microbes qui sont dans cette flore, qui sont indispensables pour la protection du vagin. Ces microbes réalisent ce qu'on appelle la fermentation, notamment le lactobacilles, qui vont acidifier le vagin à un niveau tel que ce n'est pas n'importe quel microbe qui pourra attaquer le vagin et donner des infections. Je vous dis honnêtement, l'acidification peut être très, très, très prononcée et justement, c'est un cas de hyperacidification. On va avoir une multiplication des champignons. Par exemple, pendant la grossesse, une femme qui vient de tomber enceinte et qui a beaucoup de glycogène, alors qui a beaucoup d'hormones œstrogènes, l'œstrogène va réaliser la conversion et il va faire la libération de beaucoup de glycogène dans le vagin. Ces glycogènes, contrairement au lactobacille, vont être convertis en acide lactique. Et l'acide lactique va acidifier le vagin et on aura une infection par exemple, à Candida albicans. Donc, comprenez que normalement, cette flore qu'on appelle la flore de Doederlein, c'est une flore protectrice du vagin. Il y a plusieurs microbes dedans et ces microbes ont pour fonction de protéger le vagin contre d'autres microbes. Mais certaines circonstances, par exemple, l'usage abusif des antiseptiques, la grossesse et chez une personne diabétique,
non équilibré, un diabète qui n'est pas bien soigné, un diabète qui n'est pas bien soigné. Ces trois situations peuvent provoquer une altération de la flore de la langue et provoquer notamment une infection, particulièrement à Candida albicans, donc une mycose fongique, ou encore une vaginose fongique, une mycose vaginale. On dit mycose vaginale ou vaginose fongique. C'est la même chose, différent de la vaginose bactérienne, qui est Agathidiola vaginalis. Donc oui, la flore de l'oreille, c'est une flore protectrice du vagin, avec plusieurs microbes qui sont là, comme les saprophytes qui profitent du vagin, dont le vagin en profite également. Mais beaucoup de situations, on en a cité trois. La grossesse, usage abusif des antiseptiques, le diabète mal équilibré, le diabète non soigné, sont des situations qui peuvent augmenter l'acidification du vagin et provoquer des infections, notamment aux champignons et notamment aux Candida albicans. On se rappelle, Candida albicans, ça donne une leucorrhée blanchâtre cailloteuse avec un bruit vaginal désagréable, disparunie à l'entrée et à la sortie du pénis. C'est notre Candida albicans. Maintenant, voyons un peu, c'est ça le débat. Et est-ce que la toilette vulvo-vaginale a un rapport avec l'infection? Mais encore l'hygiène vulvo-vaginale, c'est-à-dire la toilette et la culotte. Si vous avez des commentaires, je vous écoute. Parce que là, maintenant, j'attends vos réactions. Est-ce que culotte fille à mettre capable de infection? Est-ce que la façon de faire la toilette vulvaire peut occasionner des infections et, et gynécologiques? Question pour la classe. Vous êtes 20 personnes et dites-moi et qu'est-ce que vous pensez? 21 personnes maintenant. Oui, je vous Oui, écoute. Oui, 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 j'écoute. en fait, concernant les culottes et toilettes de bas, qui favorise l'infection, Oui, comment? en fait, il y a pas que me connaît, en fait, c'est la façon, mesdames, yo, utiliser culottes. Par exemple, si fille a fait un pile temps avec culotte à Vous soulier, mélangez, oui, tu mélanges. On parle de la toilette et de la culotte. Il y a de une après l'autre. Est-ce que la culotte peut occasionner des infections? Oui ou non? C'est oui, oui, expliquez. la, oui, Oui. la culotte peut Comment expliquer ça? occasionner Oui, oui, comment expliquer ça, monsieur? simplement si, et par la, si la personne ou encore la fille laisse la culotte pendant toute une journée ou encore pendant une soirée, ça dépend du type de la culotte. Ok. Oui. Continuez à expliquer. Continuez à argumenter. Oui, oui. Continuez à argumenter, c'est vous-même. Qu'est-ce qu'il parle? Mais quelqu'un d'autre peut compléter pour lui parce qu'il a fait beaucoup d'efforts quand même. Si on devait donner une note de participation, il a dit de bonnes choses. Mais on pense que quelqu'un d'autre pourrait ajouter quelque chose de peut-être mieux. J'ai pas de réaction pour le moment. Oui. Alors, j'avais dit ça dans la classe pendant plusieurs fois. Et l'hygiène vulvaire a beaucoup de choses à voir et les infections, notamment à microbes banals. Et quand on parle d'hygiène, effectivement, on parle du port de la culotte, notamment. Je disais dans ce cours que, idéalement, une culotte qui protège le vagin, c'est une culotte qui laisse passer de l'air et qui recouvre les fesses et qui recouvre toute la vulve. Les culottes qui font relier, qui mettent en contact l'orifice vaginal et l'orifice anal, ce sont des mauvaises culottes. Comme dit ça, nous avons en tête, nous, on a culotte en Haïti, c'est par le professeur qui va dire. Donc, il y a une culotte qu'on appelle culotte flanque. C'est petit trou seulement le boucher. Tu vois les poils, tu vois tout, n'est-ce pas? Donc, ces culottes-là ne sont pas de bonnes culottes. Parce que, oui, exactement. Tu veux dire toi-même. Oui, au Belge a écrit effectivement, oui, c'est des mauvaises culottes
Nous connaissons nos mères, monsieur, nous, les mesdames, nous venons nous avec eux. Maintenant, je viens dans la caille, nous, mais notre marché à fille, elle est bon, d'ailleurs, nous pas senti rien. C'est petit flanc dans le boucher, mais 25 culottes, c'est mieux. C'est mieux que 100 culottes que de mettre des culottes comme ça. Donc, qu'elle peut venir sans culotte, il n'y aura pas de problème. Donc, ce sera encore plus facile. Ça passe Tu l'as mal, bien vous fait. frère. Quoi? Oui, j'écoute. Allô, allô? Tu veux parler, mon cher? Tout ce que tu dis est bien. Bagan est ma propre chose. Ok. Je disais, en fait, et les culottes qui font relier l'orifice vaginal et l'orifice anal, c'est de mauvaises culottes, il faut les exclure. Et les meilleures culottes, c'est ça, grand monde de qu'on mettait, qui recouvrent, qui sont en coton et qui recouvrent le vagin et la vulve. Ça, c'est les meilleurs, dans la mesure où. Et maintenant, ce que je voulais ajouter seulement, c'est que, et concernant le port, donc les boxers, et pour les hommes et pour les femmes, non. Toutes les culottes qui ne laissent pas passer de l'air, c'est pas bien, ça ne protège pas vraiment. Donc, quand il n'y a pas d'air, tu donnes l'occasion aux champignons de se multiplier. On sentit ça, qu'on pique, et c'est le champignon, c'est le champignon qui se multiplie. Donc, éviter ces culottes, malheureusement. Vaut mieux les laisser sans culotte, tant mieux. Et voilà, dis-moi, voilà, la simba, ça, le côté vagin est caché. Si c'est pas un côté à chita, puis le sol là, et comme sol là, on va de vagin. C'est un côté grand pile poussière au centre de mon robe. Mais quand tu mets des pantalons, c'est vraiment pas nécessaire absolument de mettre des culottes. Bon, une culotte, je vais dire, donc une culotte. C'est pas nécessaire si tu portes un pantalon de mettre une culotte. Sauf que, on ne sait jamais, si pantalon en chiré, ça. Mais bon, de toute façon, c'est ton corps, personne ne doit t'adresser, t'agresser, c'est ton corps qui est dans la rue. Pas de souci. Et je disais, les meilleures culottes sont celles qui recouvrent toute la vulve, les fesses et qui mettent pas en contact l'orifice vaginal et l'orifice anal. En général, qui sont faits en coton et qui laissent passer de l'air. Toutes les autres culottes ne sont pas de bonne qualité. OK, ça, et est-ce que, comment ça va favoriser l'infection? Mais justement, on en parlera encore tout à l'heure, c'est que les microbes qui sont dans l'anus ne sont pas familiers au vagin. Et vous allez voir aussi, je vais déconseiller les rapports sexuels immédiatement après les selles. Mesdames, l'étape plus bon, les nous à la selle. Si nous voulons faire la guerre, il faut nous arrêter en baigner avant. Oui, parce que quand même, parce que en fait, quand tu vas à la selle, quelle que soit la façon dont tu te nettoies, à moins que vous lavez en eau bien lavé, il y a encore des microbes, des sels encore dans le fils anal. Ça fait les musulmans, et de laver après la défécation. Vous pouvez souiller toujours parce que tant qu'on pas bien, vous êtes souillé. Soit un rapport sexuel risqué. Ou risqué, c'est pas nécessairement parce que le problème, c'est que le vagin est tellement préalable sans leur rapport sexuel. Parfois, nous connaissons ça, mesdames, quand toucher les deux, mais même les pas toucher, nous avons des contractions périnéales, tout le bagage fait, nous rencontrer, nous connaissons ça, les mesdames, pas toucher, c'est comme si tout, nous sent tout paix. Et, bon, bref, alors je disais pour finir, et à part la culotte aussi, mais éviter les rapports sexuels, commencer à, c'est pas ça fait partie des plus bas, les rapports sexuels immédiatement après l'essai. Et aussi, et je dois vous dire aussi, maintenant, comment faire la toilette? On a dit ça déjà dans le cours. Et l'eau doit venir en haut et descendre de haut en bas, mais d'avant en arrière sans revenir en avant. Donc, par les coutu sous ce que nos grand-mères faisaient, nous, foubi, vagin, n'est pas besoin de ça, d'être son organe auto-nettoyeur. Et nous, quand toujours mettons de l'eau en face et orifice vaginal là, mais même si on pas à laver vagin, et non, ça, le va-et-vient, exactement, ça me suffit, ça me au bel par exemple, c'est son février qu'on fait, et au Grébalaï, comme ça, on en a parlé déjà dans le coup, peut-être, et bien justement, il n'y a pas le mouvement de va-et-vient, je te dis, foubi, couchou, comme on dit chez nous, ça ne c'est pas normal, pas une petite et que monde doit, que monde, moi, foubi, là, on parle de foubi. Non, non, il y a rien à foutre parce que c'est fait, c'est nous, dans notre nettoyage, comme l'oreille, le nez, etc. La mettez dehors, tout ça, pas bon, d'ailleurs, vous voyez, même la glaire cervicale, les mettez dehors. Donc, il n'y a pas moyen de. Il y a pas, c'est pas nécessaire de continuer à faire les mouvements de va-et-vient. C'est pas nécessaire du tout. Donc, ça vaut la peine. Donc, je vous dis honnêtement. Donc, et
ça vaut vraiment la peine de faire le lavage. C'est pas le lavage du vagin qu'on fait, c'est l'humidification. On ne fait pas de lavage du vagin, c'est que l'humidifier. Et si ton eau n'est pas propre, il ne faut pas laver du tout. C'est surtout côté de besoin laver, c'est pas trop vagin. Ça fait, il n'est pas nécessaire de rentrer les mains, les doigts à l'intérieur. C'est juste à côté de la cuisse. Et ça, on ne va pas obligé chita pour faire, encore une fois. C'est juste comme, c'est les zones des grandes lèvres, notamment. Mais à l'intérieur des petites lèvres, c'est vraiment pas nécessaire. Ou quand toujours mettre le doigt pour humidifier, mais les zones qui besoin de laver, c'est les grandes lèvres. Là où il y a les poils, vous ne vous rasez pas. Mais regardez de haut en bas, surtout et le pubis, et jusqu'au côté, tout côté qui est poil, c'est au même pour laver vraiment. Mais côté qui est plus muqueuse, hein, côté qui mou, hein, il y a sécrétion, côté sensible qui est douce là, c'est par là où besoin de fouet, mais pour laver, c'est pas nécessaire. Ça, vraiment, c'est pas nécessaire. Et si tu fais ça, tu cherches autre chose, mais tu ne cherches pas à te nettoyer, vraiment, parce que c'est un organe auto-nettoyeur qui se nettoie tout seul. C'est pas nécessaire de faire tout ça. Donc, voilà. Et oui, c'était ça encore pour parler de... Maintenant, autre chose. Et maintenant, si on considère que le vagin, c'est un organe, il y a un trou et l'orifice vaginal. Et dès qu'il y a quand il y a contact entre notre corps et l'extérieur, il y a des microbes. Tout trou dans le corps, nous avons des microbes, bouche, oreille, nez, anus, vagin, etc. Dès qu'il y a un trou, il y a des microbes. Je disais tantôt dans ce cours, et en termes de quantité de microbes, quand il y a plus de microbes dans tout, c'est bouche, là. Vous comprenez ça? Et après, bouche pour une femme, c'est deuxième côté assez vagin, et troisième côté assez anus, là. Ensuite, c'est narinio, ensuite, c'est oreille, ensuite, c'est œil. Même œil, il y a des microbes, tu ne peux pas imaginer ça. Tout ce qui est ouvert à l'extérieur, il y a un microbe. Bon, pas besoin de dire pour nous, mais nous, ça n'a pas besoin de dire nous, mais ça a une différence qu'il y a dans l'organe des sens, et tout là où il y a les trous. C'est parce que, en fait, ça nous met en contact avec l'extérieur, mais il y a des portes d'entrée pour les microbes. Maintenant, comme je disais, il y a plus de microbes dans la bouche que dans le vagin, et le vagin que dans l'anus. Maintenant, s'il y a un rapport sexuel, par où commencer? Bon, j'évite les bosses, les hommes à me parler. Monsieur, d'après nous, pour ne pas accuser personne, si on voudrait éviter les microbes, par où commencer les rapports sexuels si on veut essayer tous les trous, si nous voulons nos rapports pour tout trou participer? Nous, les savons, très belle question, Blanc, très belle question. Et non, non, il ne faut pas utiliser, bon, nous, les savons, nous, non. Nous, que ça, même je t'adore de savon dans la bouche, non, dans les yeux, non. Ou pas de savon dans la vagin, non, 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 c'est pas fait pour ça. Du tout. Il y a un savon vaginal bien précis, mais encore une fois, en fait, c'est pas recommandé médicalement. On n'a pas besoin de savon pour ça, pour laver le reflux vaginal. Mais disons encore une fois, les grandes lèvres, au cas toujours laver correctement. Mais éviter que ça savon aller dans le trou vagin. Non, merci, c'est une très belle question. J'avais dit les détergents, je vous avais dit ça tantôt. Savon détergent, oui aussi. C'est pas bon pour le vagin. Je parlais tout à l'heure du monsieur qui a répondu facile, mais même tout. Et si on voudrait quand même avoir un rapport sexuel, un plateau comme un plateau, pour dire les cubains qu'on a dit, des tout près. Et vous avez un rapport complet, tout à engager. Par où commencer, d'après vous? Ah, le cas dit, alors les ont écrit. Commencez par le vagin. Ben, c'est un homme qui dit ça. Ben, au connaît de la mieux c'est là pour finir. Parce que si tu commences par le vagin, après, comment tu vas faire l'autre chose pour qu'on ait vraiment pris là? Ça a été dit, nous mettons les yeux, nous, nez, nous, et moi, j'ai vu quelqu'un qui avait une gonocoxie oculaire. Il y a l'autre qui a une gonocoxie et de l'arrière-gauche. C'est un fait et ça nous connaît en fellation. Et mon créole, un petit bœuf. Oui, ça ne pas dire gros bœuf, plutôt, mais nous allons dire petit bœuf. Un petit bœuf, la tête est maman, puis met à genoux. Bon, en tout cas, ça, c'est des choses d'adultes. Petit bœuf, voilà, pour ça. Ben oui, je vous disais tantôt, et par où commencer? Dans un moment de répondre moi et oralement, par l'écrit, d'après vous, par le dit c'est où, mon cher, lui, ma chère?
Quand vous voulez commencer, pour pas bien nous répondre, il faudrait commencer si on veut éviter les infections, puisque le vagin est très fragile. Donc, quelqu'un a dit que vous devez commencer par le vagin. Mais soyons réalistes. Et est-ce que c'est de manière pratique, ça, c'est ce qui est fait? Non, pas du tout. D'ailleurs, alors, ce que je vais vous dire, c'est très important. Et de toute façon, si vous voulez faire sexe anal, de recommander pour finir par l'anus. D'ailleurs, gens qui fait sexe anal, ils ne pas jamais satisfait si vous arrivez dans l'anus. Non. Parce que le souci avec l'anus a un secteur qui est très, très compétent. Pendant qu'on a parlé là, si nous avons une toilette qui est nous attendons pour finir, il y a la selle. Même plus que ça. Et les choses comme on vend qui nous. Donc, pété. Pour retenir le pété, et si tu es en société parmi les gens, tu peux te lever, aller gentiment faire ton pété ailleurs. Et parce que l'anus a un secteur qui est très compétent, qui est très contrôlé. Donc, et tous les Kimbe, les gens qui vont commencer par avoir les rapports sexuels par l'anus, c'est que, et mon qui fait là, et mon qui, alors, et pénétrant là, et pénétrant, les deux vont avoir plus de satisfaction. Donc, généralement, les commencent, bon, il y a des perversions. Je ne sais pas avec qui j'ai affaire. Dans l'école, là, il y a toute qualité de monde dans l'école sage-femme, non? Je ne suis pas fâché avec eux, c'est moi les perversions, tout, donc je fais attention. Donc, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, les gens qui font les sexes à nous, que le sodomie, que le rapport homosexuel homme-homme, et ces gens-là, en général, ils s'embarquent dans quelque chose qu'ils pourront difficilement laisser. Puisque, théoriquement, et sexe anal là, les plus bon que sexe vaginal là, parce que anus tient bien plus. Et pour mon cap subi, mon cap fait, qui est pénétration, qui fait dans l'IA, et pour mon cap pénétrer, il fait plus bien. De telle sorte que, et là, au fait sexe, il n'a pas fini par lui-même, il n'a pas sentir bien. Donc, si le professeur de gynécologie a quelque chose à dire là-dessus, c'est que si vous voulez avoir un rapport sexuel avec qui engage l'anus, vous mieux terminer par l'anus. Au lieu qu'on pénis en soutenant l'anus dans la vagin, non, c'est pas bien parce que les microbes anneaux, le vagin a beaucoup plus de microbes que l'anus, certes, mais les microbes anneaux sont beaucoup plus méchants pour le vagin que ces microbes, ses propres microbes à lui et lui-même. De même que maintenant, parlons un peu de la bouche. Ça, c'est plus classique. Est-ce qu'il faut mettre dans le vagin avant d'aller dans la bouche? Ben, je ne vais pas vous dire d'aller vous laver la bouche avant d'avoir le rapport sexuel parce que même si vous bossez, il y a encore des microbes dans la bouche. C'est leur loge, la dentifrice n'enlève pas tous les microbes. Elle n'est pas faite pour ça. La dentifrice est faite pour nettoyer les dents, mais pas pour enlever les microbes de la bouche. Donc, il n'y a aucun moyen d'enlever tous les microbes avant de l'engager dans n'importe quel trou. Donc, c'est à vous de voir, de bien réfléchir chaque fois que vous faites des gestes. Même lorsque vous mettez bouche dans la bouche de l'autre monde aussi, il faut bien réfléchir parce que vous avez tous une flore buccale, orale, mais les flores ne sont pas les mêmes. Dépendamment des gens manger, des gens boire, couteaux vivent et qui savent manger, qui habitent d'où. Ok. Moi, là où j'ai été élevé, dès qu'on boit de l'eau sous le des petits monde, mais par la suite, le minéral est plus grand et boire de l'eau sous ça dérange parce que mon organisme n'est plus habitué avec les microbes qui sont dans la source d'eau, tout près de chez moi, là où je viens, là, ici. Donc, c'est pour vous dire que bouche dans bouche, tout capable de microbes, même gens bouche dans vagin, bouche dans n'importe côté, même gens et petits cochons. Alors, petit cochon, c'est type de fluide dans l'anus. Donc, il y a des gens qui le font aussi, bouche anus. Quelles sont les conséquences du sexe anal? Je vous ai bien dit, on perd de plus en plus compétences secteur anal là. Et puis, et autre chose à part, on doit perdre de plus en plus de la compétence du secteur anal. Et puis, l'accoutumance, au monde qui commence à faire sexe anal, il va pas être là-dedans. Et si son garçon, il va pas pour le faire à l'autre garçon tout, parce que l'anus n'a pas de différence que ça y est d'un homme ou d'une femme. Je ferme la parenthèse, c'est la vérité scientifique, je ne peux pas dire autre chose, qu'est-ce qui est vrai scientifiquement. Donc, oui, avec l'utilisation de l'anus comme tout, de plus en plus, on perd l'élasticité ou bien compact et activité de secteur anal, ça c'est certain. Et aussi, on risque qu'il y ait ces risques d'infection
Et parce que justement, risque de blessure aussi. Les gens qui font le sexe par l'anus se blessent le plus souvent parce que la muqueuse anale n'a pas aussi est protégée au sexe que la muqueuse est vaginale, qui lui-même il gagne toutes ces questions qu'on a, qui tout gagne naturellement, il gagne deux schèmes de bâton, il gagne cellules épithéliales vaginales, il gagne le col, qui bat ces questions aussi. Dans le rapport sexuel, côté filles a satisfait tout le monde, même le col là se prêter davantage. Parce que le col s'ouvre au moment de l'orgasme féminin. Et malheureusement, on n'a pas le temps de voir et le cours d'avoir le cours sur les troubles sexuels. Mais parlant du sexe normal, je vous dirais que le col s'ouvre au moment de l'orgasme. D'ailleurs, c'est parmi les moments où le col s'ouvre lors de l'accouchement, lors de l'avortement, lors du passage des règles, mais aussi lors de l'orgasme. C'est ça qui explique que fille a tomber enceinte plus facilement s'il a un orgasme dans la relation sexuelle. Bon, passons. Donc, sexe anal, vaginal, oral, et c'est pas des tabous, on n'en parle pas pratiquement pas maintenant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des choses qui se font avec le risque, même le sexe vaginal a aussi ses risques, vous savez, l'infection de transmissible et autres. Sexe oral, il y a aussi des risques. Sexe anal, encore davantage de risques. Donc, voilà maintenant ce que je laisse à vous dire parce que je vais m'arrêter un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est que pourquoi les femmes sont... Alors, oui, est-ce qu'il faut avoir de la toilette privée après le rapport sexuel? Yon. Deuxième question, pourquoi les femmes font plus facilement des infections et génito-urinaires que les hommes? On en a parlé déjà de l'anatomie. On a dit chez la femme, il y a plusieurs raisons pour les infections et génitales. La première raison, c'est que l'urètre est très court. L'urètre féminin est très court. Donc, ça fait que les microbes venant du vagin peuvent remonter facilement dans la vessie. Deuxième chose, on a dit la proximité du vagin et de l'anus. Ça, nous, pas de doute sur ça. Donc, et la brièveté urétérale est très brève. Donc, ça fait quand même et faciliter non seulement les microbes qui se tentent, veulent aller directement Et à ce sujet, je dois vous dire, il y a ce qu'on appelle la bactérie URI asymptomatique. Donc, qui est très courante chez la femme enceinte. Qu'est-ce que c'est? C'est que beaucoup de femmes ont trop de microbes dans leur urine. C'est surtout les femmes qui gardent l'urine pendant longtemps. Et je vous dirais tout de suite, c'est qu'une femme normalement devait avoir une miction chaque 3 heures de temps, maximum 4 heures. Une femme qui est normalement hydratée doit faire pipi chaque 3 heures de temps. Si vous boit bien, chaque 3 heures de temps de faire. Alors qu'un garçon qui travaille, il fait journée à pas pipi. Et mesdames, je sais que quand vous travaillez, notamment dans notre pays, les salles de bain, alors nous, les toilettes ne sont pas bonnes, et ils ne sont pas en état, donc nous allons là-dedans, nous faisons journée au travail au bureau, sans jamais passer par la toilette, parce que la toilette est tellement sale, nous ne pouvons pas le présenter là-dedans, parce que nous allons risquer de infection. Oui, c'est vérité, mais à moins que tu ne bois rien du tout, on ne va pas boire, pas manger, mais si tu bois, normalement, après chaque 3 heures de temps, tu dois aller faire pipi. Maximum 4 heures. OK, ça a noté ça quelque part et donner ce conseil aux gens de votre entourage. Oui, il faut bien nettoyer les toilettes pour pas prendre un microbe dans le côté de chita, fait pipi. Eh bien, camper, ou avec chita sur lui. Sinon, c'est important d'aller faire pipi chaque 3 heures, 4 heures de temps, les femmes. Raison, c'est que quand tu ne fais pas ça, l'urine a le temps de s'infecter et d'infecter l'urètre. Et je vous parlais de la bactérie asymptomatique. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup de bactéries dans les urines et c'est une cause, mais c'est un facteur prédisposant à la pyélonéphrite chez la femme enceinte. Le fait qu'il y a bactéries asymptomatiques, c'est la vessie et l'urètre. Mais chez la femme enceinte, il y a un autre problème encore qu'on doit en parler, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la stase à cause de la progestérone et les contractions urétérales, urétérales même. Puis il y a passé plus de temps là-dedans que le rivé dans le vessie. Donc, les contractions urétérales se raréfient et il y a la stase urétérale qui fait que les microbes qui étaient dans la vessie ont le temps de se multiplier dans l'urétère et qui dit l'urétère va arriver au niveau du bassinet. Qui dit bassinet, nous sommes au niveau du rein et on va avoir l'inflammation du bassinet. Ce bassinet s'appelle encore pyélon. Donc, l'inflammation du bassinet s'appelle pyélite et du rein s'appelle néphrite. Donc, la pyélonéphrite, c'est l'inflammation de l'infection du bassinet et du rein. Qu'est-ce qui est responsable de ça? C'est une bactérie asymptomatique. La personne a beaucoup de bactéries dans ses urines, mais il n'y a pas de symptômes avec.
Mais quand elle est enceinte, et malheureusement, ces microbes ont le temps de se multiplier dans la vessie, dans les urétères et dans les reins, provoquant une pyélonéphrite qui est secondaire à cette bactérie URI asymptomatique. J'espère qu'on a bien compris. Et chez Chacoli, bien sûr, pas au niveau des reins. Chez Chacoli, c'est un microbe qui peut donner notamment une infection génitale basse, de même que Candida albicans. Et chez Chacoli, peut donner une infection génitale basse, c'est-à-dire qui attaque la vessie, infection génito-urinaire basse, la vessie, l'urètre, mais tout comme le vagin et la vulve. Oui, et chez Chacoli, peu, mais c'est un microbe qui est dans la zone, surtout dans l'anus. Et si tu fais un rapport sexuel anal, tu as risque d'avoir un Escherichia coli. De même que si tu ne te laves pas bien, tu as risque de ramener des Escherichia coli qui est un microbe digestif dans le vagin. OK, une question. Oui, la question c'est quoi? La question Ben, c'est quoi? oui, c'est une patient que je connais qui est normalement, alors, une jeune demoiselle, est-ce qu'on a dit de pas adolescent? Il y a comme ça, il veut cap sorti dans urètre là. Comme ça, c'est? Si veut cap sorti dans au niveau de meilleur urinaire là. Mhm. Moi t'as demandé normalement qui ça qui est capable cause et vers ça normalement. OK, très belle question. Et chez nous, on peut en avoir ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas, on ne va pas avoir des vers digestifs. C'est pas même vers, si mon organe les organes va faire mal, que absorti par. Et il y a un microbe qu'on appelle oxyure, bon, c'est un parasite qui donne une parasitose chez les filles, chez les filles qui, et généralement les filles qui ne sont pas encore à la puberté, qui ne sont pas encore pubertes. Mais on ne le voit pas. C'est des œufs il y a pas de petits vers. Le petit ver, comme quand vous voyez ça, c'est autre chose, c'est les vers qui sont liés il y a un foyer infectieux, probablement dans la vessie. Et c'est quelqu'un qui est très grave. Il faut qu'elle aille voir rapidement un gynécologue. Et parfois aussi, ça part de l'anus, ça remonte et elle pense que c'est dans le méa urinaire. Ça sort par le méa urinaire quand elle fait pipi. Mais c'est pas le méa. Ça revient de l'anus. Mais que c'est quand elle fait pipi, ça tombe. Donc, il faut voir tout ça. Et quand tu dis, je vais voir un gynécologue, dans la mesure où le plus souvent, c'est pas, et c'est ça, le plus souvent, ça vient de l'anus. Mais comme tu sais que les vers vont marcher, ils ne vont pas rester dans l'anus, ils vont remonter au niveau du vagin. Elle ne sent pas, ça passe sur les poils, ça passe inaperçu. Quand elle fait pipi, elle voit les vers sortir. Mais si tu mets un follet, tu vas voir, il n'y a pas de vers dans les urines. Parce que les urines sont tellement acides que les urines vont tuer les vers. Donc, il n'y a pas de vers à sortir par les urines facilement. On pourrait en avoir ça, c'est des vers qui sont résistants aux acidités, mais c'est extrêmement rare. C'est le plus souvent, ça vient de l'anus et ça tombe au moment de l'addiction. Très belle question. Mais effectivement, les vers peuvent passer par les yeux, par beaucoup d'organes. On peut avoir des parasites qui sortent par les yeux, par le nez, mais rarement à cause des urines qui sont acides qui vont tuer les vers. Oui, autre question? C'est-à-dire que maman te suit, alors maman te suit ça parce que c'était dans Anus li, mais bon là, Je il te dit que, dis, il faut mettre un follet. ok, D'accord? merci, Yeah. Parce que merci. quand tu vas mettre le follet, parce que tu vas voir que, waouh, c'est pas dans les urines. On va analyser les urines, il n'y a pas de verre dedans. OK. Merci. Maintenant, je devais parler, pour finir, c'est sur à part la fragilité. Maintenant, sur les filles, la gynécologie de la petite fille, parce que c'est une cause de consultation. La petite fille a tendance à mettre des trucs dans son vagin. Le corps étranger vaginal se rencontre le plus souvent chez la petite fille. Mais méfiez-vous. Et dans notre pratique en Haïti, nous avons rencontré une dame qui avait un déodorant dans son vagin. Une dame, son mari vivait à l'étranger. Elle se masturbait, mais bon, même pas de suffit. Et il était bon tête cabane, il était besoin de bagage qui plein en dedans, qui était qu'à faire le sentir bien. Et ce qui était plus proche, c'était un déodorant. Le déodorant, tête la rentrée, il va sortir. Et on a été en salle d'opération sous anesthésie.
Et le docteur, je ne pas dire le docteur, parce que il ne dit pas parler ça, c'était avec moi, c'était fait. Donc, on a été en salle d'opération sous anesthésie pour nous retirer et déodorant. Et on ne devait pas dire ça à son mari parce que, et, franchement, c'était lamentable, ça faisait mal au cœur. Et une il garçon qui pas ça là, qui dit que le tabac service au lieu qu'elle a fait ça, mais elle voulait garder sa, entre guillemets, fidélité avec son mari en s'adonnant à la masturbation. Et malheureusement, ça, il comme matériel qui était là, qui était pour ballon bon service, mon déodorant. Et le déodorant est resté dans le vagin. Donc, ça, c'est une dame qui était mariée, c'est pas une. Mais chez la petite fille, c'est courant, c'était classique. Et ces filles-là vont arriver avec une leucorrhée qui n'a pas d'explication et qui reste pendant très longtemps. C'est pas la péripuberté, mais c'est un corps étranger. Moi, j'ai trouvé une barrette déjà. Et quoi d'autre qu'on a trouvé encore? C'était, comment on appelle ça? On taille crayon. Ça, c'est pas ton petite fille, non, une fille de 16 ans, une grande fille. On taille crayon, avec tout ce qu'on a, hein, toute gilette qu'il a dedans, qu'elle a rentré dans son vagin. Donc, chez la petite fille, et le plus courant, c'est les corps étrangers vaginaux. Et le corps qui ne passe pas, pendant longtemps, c'est les corps étrangers vaginaux, mais aussi, il y a les sécrétions en excès à la période péripubertaire. Donc, autour de la puberté, la fille peut avoir beaucoup de sécrétions. Et tout comme au cours de la ménopause, de la périménopause, ça accompagne d'excès et on parle de leucophysiologique physiologique à cette époque. Qu'il s'agisse de la période péripubertaire et aussi de la période périménopausique. C'est des situations. Mais n'oubliez jamais, vous êtes en service social, une fille est venue pour beaucoup de ces questions, il faut, même si elle est fâchée, il faut demander aux parents de vous assister pour regarder son vagin. Je vous allez être stupéfait de voir que dans beaucoup de cas, il y a un corps étranger dans le vagin. Il y avait quelque chose pour la coiffure, mais aussi un aiguisoir. Et un ami m'a raconté, c'était terrible. Elle avait retrouvé aussi des faux d'ongles de la maman. C'était une fille de 9 ans, des faux d'ongles de la maman dans le vagin. Des faux ongles de la maman dans le vagin d'une fille. Bon, bref. Et la masturbation est très courante chez nous. Il faut y penser aussi. Beaucoup d'infections, vous n'allez pas comprendre. Et qu'il faut retenir aussi, c'est que les latrines sont responsables de beaucoup d'infections. Ce n'est pas écrit dans les livres, et ce que je dis, vous dis là, parce qu'on ne fait pas de livres nous, en Haïti, c'est que les femmes qui vont s'asseoir sur les latrines, bien dans les latrines, vont contracter plein de microbes et vous allez voir des infections qui sont résistantes, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme va se réinfecter à chaque fois. J'ai plein de patientes comme ça et heureusement, quand je le savais finalement, j'ai pu avoir des traitements définitifs en déconseillant à la personne d'aller dans la latrine ou bien de mettre une serviette à chaque fois qu'elle y va. Et c'est pas dans les livres parce qu'il y a pratiquement plus de latrines dans les pays où on met plus les livres. Et qu'est-ce qu'il faut retenir encore pour Haïti? Donc, beaucoup de masturbation, les corps étrangers chez la petite fille, les latrines qui nous dévorent, malheureusement. Et puis, les infections sexuellement transmissibles. Et les gens vont dire que c'est sur une pierre que je me suis assis, etc. Ou bien marine par là, comme fait un microbe. Il faut toujours un prélèvement pour analyser les sécrétions vaginales. L'examen s'appelle, là, je n'ai pas moyen d'écrire, mais l'examen s'appelle l'examen bactériologique et chimique des sécrétions vaginales. Chez nous, on l'appelle frottis vaginal. Le mot frottis n'a pas sa place. C'est un terme très impropre. Le mot frottis signifie prélèvement de cellules pour étude pour recherche de cancer, de cellules cancéreuses. Donc, le frottis, c'est prélèvement, c'est vrai, mais le prélèvement, on pourrait l'appeler frottis si on veut, mais l'examen, ça s'appelle pas frottis vaginal. C'est l'examen cytobactériologique et chimique des sécrétions vaginales. Donc, on va rechercher des cellules, c'est des épithéliales et même des microbes, genre genre le parasite qu'on a vu tout à l'heure, genre Trichomonas vaginalis, etc. Donc, cytobactériologique, on va rechercher des bactéries, genre gonocoque, chlamydia, bon, on ne les retrouve pas souvent, mais on retrouve Gardnerella vaginalis. Chimique, on va regarder le pH et voir d'autres constituants chimiques dans le vagin. L'examen ne s'appelle pas frottis vaginal, mais c'est le nom que les laboratoires connaissent chez nous. L'examen s'appelle examen cytobactériologique et chimique
des sécrétions vaginales. Maintenant, comme on a fait le tour, à savoir pourquoi les femmes sont plus facilement infectées, pourquoi la grossesse expose davantage à des infections, on a vu ces deux raisons. Premièrement, à cause des modifications du début de grossesse avec les hormones, excès l'œstrogène notamment, le progestérone. Mais aussi, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais prenez pour moi ça, c'est aussi parce que la femme a une baisse normale de l'immunité, notamment en début de grossesse. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en début de grossesse, l'immunité normale du corps de la femme doit baisser pour permettre au corps de la femme d'accepter la partie paternelle de l'œuf qui, le corps de la femme doit l'accepter parce que c'est la partie paternelle est étrangère à la femme. Donc, le seuil de l'immunité baisse et ça explique aussi les infections au début avec les blocking antibodies, les anticorps bloquants que sécrète la personne, la femme enceinte. Donc, ça va faciliter l'événement des microbes. Ça, c'est pour parler des raisons pour lesquelles les femmes enceintes font des infections faciles. C'est un, c'est à cause de l'environnement vaginal qui a changé et l'acidification du vagin. Deuxièmement, baisse de l'immunité. Maintenant, deux raisons pour lesquelles les femmes vont faire pipi plus souvent au début de grossesse et en fin de grossesse. C'est des questions que je donne aux examens, donc je ne vous fais pas réfléchir, je vous donne les réponses tout de suite. Oui, ou belle, question encore. La question, c'est quoi? Comme immunité a toujours été baissée peut-être pour la grossesse là, ou bien elle est baissée seulement dans le Ben, premier. bébé, c'est l'immunité baisse pendant toute la grossesse, mais au début, c'est plus fort. Parce qu'au fur et à mesure que le corps de la maman accepte le produit étranger, donc ça reprend et graduellement. Mais au début, ça doit baisser vite pour faciliter, pour qu'il n'y ait pas de rejet. Donc ça baisse plus vite et plus fort au début de grossesse. Oui, je disais pourquoi les femmes font pipi très souvent au premier trimestre et au troisième trimestre. D'abord, pour le premier trimestre, c'est quoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle, c'est ce que vous allez lire, on va vous parler de la polachyrie physiologique chez la femme en début de grossesse. Et j'en avais parlé des symptômes urinaires, des infections génitales, on a parlé des polachyries, on a parlé des pôles mictionnels, urgences mictionnelles, etc. Mais aujourd'hui, je vous parle de la polachyrie physiologique et en début de grossesse et en fin de grossesse aussi. Il y a deux raisons en début de grossesse pourquoi la femme va faire pipi souvent. Il y a deux raisons. Je vais avoir quelqu'un qui répond aux deux raisons. Cette personne aura des points. Deux raisons. Deux raisons qui expliquent la polarité physiologique chez la femme en début de grossesse. OK, malheureusement. Donc, Isso de passar a crise. oui, les deux raisons, c'est Oui, monsieur, je disais, si que avec la grossesse, donc moi, c'est que l'utérus n'a plus de pression sur le cire. Peut-être ça va OK, causer ça la c'est la première raison au début de la grossesse. La deuxième, Et, c'est la question de réhydratation, puisque la femme doit hydrater et au fur et à mesure, je pense que ça peut être une question. je ne comprends pas. Soit plus clair. Bon, avec force de boire beaucoup de l'eau, donc de temps à autre, si elle est capable de soif, Oui. la boire de l'eau, ça va faire. Malheureusement, tu es passé à côté et tu étais tout près, mais Monsieur, tu t'es fait. Oui, je tu peux es passé dire tout près. que Mhm. je peux dire que c'est la modification physiologique d'elle. Mais comment on appelle ça? Modification physiologique d'elle. Comment on appelle ça? Alors, Comment on appelle ça? Cette modification physiologique. Comment on appelle ça? Non, deux ensemble, nous ne va pas y répondre alors que le débat il n'est pas ça déjà. Peut-être, monsieur, est-ce que c'est un problème d'absorption lié, absorption Non, de c'est pas ça. l'infiltration rénale? Justement, non, justement, c'est pas ça du tout. OK, d'accord. Ben, que la femme boive ou non, elle va faire pipi de temps en temps quand même. Bon, hein.
au début de la grossesse et en fin de grossesse. Au début et en fin, c'est la première raison est pareille, c'est-à-dire en fin de grossesse, la présentation va faire pression sur la vessie, tout comme au début. Jusqu'à 3 mois, l'utérus est pelvien. L'utérus croît et ça reste derrière la vessie. Et ça va comprimer la vessie et la vessie ne pourra pas contenir beaucoup de liquide. Et la femme va être obligée d'aller faire pipi de temps en temps. Juste pendant les 3 premiers mois, c'est comme ça. Et aussi en fin de grossesse, avec la présentation qui descend, ça comprime la vessie, c'est pareil aussi au dernier mois et même dans les 3 derniers mois. Mais entre 4 mois et 6 mois et 6 mois et demi même, on n'a pas ce problème. La femme est libre. Deuxième raison, et on était tout près, et le mot que j'attendais malheureusement, vous l'avez pas eu, c'est l'hyperfiltration glomérulaire liée à la grossesse. C'est pas une question de boire, c'est que la femme qui est enceinte, sa filtration glomérulaire augmente. Le taux de filtration glomérulaire augmente. C'est-à-dire la femme produit plus d'urine. Ok, c'est pas une polyurie vraiment. Elle produit plus parce que, et justement, l'adaptation physiologique, chapitre 8 de Williams, modification physiologique de la grossesse, oui, mais je vous avais dit, soyez plus précis. Donc, c'est l'hyperfiltration glomérulaire et qui va nous amener à beaucoup plus d'urine dans la vessie et la vessie est obligée de s'évacuer de temps en temps. Voilà, c'est deux raisons. Il y a une augmentation de la production et aussi alors que le réservoir ne peut pas contenir davantage. Donc, elle est obligée d'aller faire pipi de temps en temps. Voilà, c'était la réponse. Malheureusement, il y avait un manque de maturité dans la réponse. Et je termine et sur les infections pour dire qu'on n'a pas tout vu. Et surtout, je ne voulais pas donner des médicaments et pas vraiment un décor assez élaboré sur les symptômes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les infections sont très courantes chez la femme et davantage chez la femme enceinte, pour les raisons qu'on vient de voir tout juste. Mais chez la femme, on a vu, c'est parce que essentiellement, il y a une proximité entre la vulve, notamment le reflux vaginal et le reflux anal, mais aussi, il y a aussi une brièveté urétérale qui amène les microbes de la vulve au niveau de la vessie et voire même aller jusqu'au niveau des reins. Monsieur, Et il ne faut pas sous-estimer les infections. Et il ne faut surtout pas faire de l'automédication. Il faut décourager ça à tous les niveaux parce que les infections vaginales, notamment certains microbes, chlamydia et gonocoques, sont le lot de la plupart des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, ou bien encore qui vont développer ce qu'on appelle des PID, des pelvic inflammatory disease, maladies inflammatoires pelviennes. Ces femmes-là vont avoir des douleurs parce qu'ils ont des trompes qui sont enflées, qui sont malades. Ils ont des péritoines qui sont enflés. Et à part les complications de genre PID et salpingie chronique, on peut avoir l'abcès tubo-ovarien, mais aussi et surtout la grossesse ectopique. Parce que quand les trompes sont bouchées partiellement, on est à risque d'avoir une grossesse ectopique. Donc, du point de vue pelvien, les complications les plus redoutables avec les infections mal traitées sont notamment la maladie inflammatoire pelvienne qui donne des douleurs chroniques, mais aussi et surtout les problèmes de fertilité avec obstruction tubaire. Et quand la femme est l'obstruction tubaire, l'abcès tubo-ovarien, qui est très courant chez nous, et enfin, la grossesse ectopique. Voilà. S'il y a une question, je termine avec cette notion. La question? Voilà. S'il y a d'autres questions, c'était le tour sur le corée et les infections génitales. Je vous disais, l'appareil génital est tellement connecté avec l'appareil urologique, on parle d'infection urogénitale. Je fais exprès de ne pas les couler comme d'habitude, mais je vous dis rapidement, et quand il y a une infection génitale chez la femme, la plupart du temps, il y a une infection urologique qui accompagne, c'est pourquoi on parle de d'IGU, infection génito-urinaire, infection urogénitale. De toute façon, l'infection génito-urinaire basse, c'est quand il y a levage de la vulve, l'urètre et la vessie. Haute, c'est quand il y a le col qui est engagé et plus, c'est-à-dire l'endomètre, la trompe, et aussi quand les urétères sont engagés, les pieds longs et même les reins. En gros, c'est ça. Les infections ne sont pas anodines, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, ni qu'il faut maltraiter. Il faut bien les traiter pour libérer la femme et l'homme aussi, parce que les infections sont des facteurs numéro un
dans les problèmes de douleur au bas-ventre, mais aussi et surtout dans les problèmes de fertilité. Si on prend en charge bien les infections, on conseille bien sur les infections, on va réduire le taux de douleur au bas-ventre chez les femmes, mais aussi et surtout on va aider les femmes à plus facilement tomber enceinte et avoir un enfant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pendant ces 2 heures, on a jasé sur l'appareil géniteur urinaire point de vue infectieux et on en reparlera. On se verra dans 15 jours. Merci de votre patience, de votre aide. M'avoir aidé à avoir cette heure qui était difficile. Au début, je ne croyais pas, mais ça, c'est arrivé. Merci beaucoup. Donc, on se voit, disons, dans 2 semaines. Merci beaucoup. Et, et je vais arrêter le partage et puis on se voit dans 2 semaines et à bientôt. Il y a une main levée, là. Il y a une question? La main levée n'était pas descendue. Et Ok. voilà. Oui. Qu'en est-il des personnes qui pratiquent le rasage des poils du pubis? Ils ne risquent pas d'infection? Bien. Et c'est un débat parce que la nature a mis les poils pour protéger effectivement de microbes. En fait, les gens avant nous qui étaient des nomades marchaient nus. Et si vous vous rappelez, les Indiens s'habillaient du jour courte, il n'y avait pas de culotte à l'époque. Les poils étaient faits pour protéger le vagin. Mais dans la mesure où maintenant nous avons les culottes, et si vous vous rasez, il n'y a pas de problème. D'accord? Les poils étaient faits pour protéger le vagin. Mais on n'a plus besoin de ça maintenant. Autre question, c'est une très belle question, hein. Autre question? Eh bien, sinon, je mets fin. On a fait 2 heures à jaser. C'est bon. Donc, on se voit très bientôt. Je vous enverrai les liens avec feuillet et la direction de l'école. À bientôt.